Monsieur François Blacard. Il a été joueur dans un club de niveau national, CTR de la Ligue de Paris, DTN de l'île Maurice, directeur du centre de formation de Saint-Étienne, directeur du centre de formation de Sochaux, entraîneur national, où il s'occupait de sélection de jeunes, mais il a été aussi l'adjoint de Jacques Santini en équipe nationale A, puis DTN adjoint avec Gérard Rouillet, et enfin DTN de la Fédé de 2010 à 2017. Pas fait d'erreur. Parfait. Son intervention aura pour thème pourquoi, à un moment donné, la DTN a changé les formations d'éducateurs. À toi, François. Bonjour à tous. Je n'avais pas prévu de le faire parce que Bernard l'a fait largement suffisamment, mais je voulais revenir simplement sur ce que j'appelle ma formation et les humanités, c'est-à-dire le parcours. Moi, je suis issu du football amateur, donc j'ai fait des études universitaires à la fois de management et de PS. Et puis j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur au fur et à mesure de ma carrière, puisqu'à mon époque, pour les plus anciens qui s'en souviennent, on pouvait passer l'équivalent du BE1 qu'à partir de 21 ans et du BE2 à partir de 25 ans. Voilà ce qui a copieusement changé. Donc le sujet est assez complexe. Tout d'abord, sur ce parcours-là, je vais dire simplement qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont marqué, si vous voulez, mon parcours et l'idée que l'on pouvait avoir du football. Une question éventuellement d'ouverture. Et je dirais que la première, c'est qu'à 18 ans, j'ai eu l'idée, j'étais dans un village de clubs qui jouaient au national, mais à l'époque, le football n'était pas du tout organisé comme maintenant, et de créer l'école de football de mon village à 18 ans, et de me retrouver tous les mercredis avec une centaine de gamins, dans un milieu qui était un village, qui était ce qu'on appelle un village ouvrier, hein, c'était le pays de la tuile, et quelque part, c'est là que j'ai le plus appris ce que pourrait être mon activité plus tard. Deuxième chose, quand je suis passé à Nantes, la plus grande rencontre a été celle que j'ai eu la chance d'avoir avec Jean-Claude Suodo, qui dirigeait le centre de formation de l'époque, qui était hyper novateur dans l'approche que l'on pouvait avoir du football, en opposition avec ce que faisait la fédération à l'époque, et qui était très intéressant. Et on sait que le modèle nantais a servi de modèle à toute l'Europe, notamment au football espagnol et au football hollandais, dont on connaît les vertus. Le métier de CTR, CTS m'a permis d'abord de travailler sur une région très forte, puisque c'était le football parisien, donc quelque chose d'énorme en termes de richesse de joueurs, mais d'activité de clubs, de densité de clubs aussi, avec toutes les complexités que peut représenter l'Île-de-France, bien entendu, mais aussi m'aura servi plus tard quand j'aurai la chance d'avoir à diriger les 254 techniques sur le territoire, c'est que je connaissais le métier. Et ça sert toujours quand on connaît le métier et qu'on a après à intervenir sur celui des autres. L'expérience à l'île Maurice est intéressante dans le sens où j'étais un peu saturé du football français, des directives d'un système assez autoritaire, et j'avais envie d'aller vivre ma propre expérience dans un endroit qui est plutôt charmant, plutôt sympa. Donc ma famille était contente à l'époque, mais ça m'a permis de découvrir tout le football africain. C'était important puisque l'île Maurice jouait sur le continent africain. Je crois que j'ai dû visiter, voir, jouer dans 30 et quelques pays africains avec toutes les problématiques que ça représente. C'est passionnant parce que l'Afrique est d'une beauté immense, mais évidemment avec un contexte social, culturel qui est différent. Voilà. Ensuite, les expériences de directeur, je voulais faire mes expériences dans le football professionnel, donc j'ai eu la chance de travailler à Saint-Étienne. En même temps, j'ai travaillé sur l'équipe pro pendant 1 an, donc c'était intéressant aussi. Et puis directeur de centre de formation à Sochaux, où souvent, dans les 2 cas, surtout à Sochaux, je suis reparti d'une feuille blanche pour essayer d'aider le club à se restructurer, puisque c'est l'image qu'on avait pu me donner à un moment donné. Et puis cette expérience forte à la Fédé, où Aimé m'a rappelé en 99, après le titre de champion du monde, pour travailler d'abord sur les sélections et la formation de cadres, puis sur le formateur, les centres de formation, puis après sur la filière de haut niveau, puis après en même temps sur toute la filière entraîneur. Et puis c'est ce que je faisais quand j'étais DTN adjoint avec Gérard. Et puis après, les événements de 2010 et notamment Naïsna et toutes les turbulences ont amené que Gérard est parti et on m'a proposé le poste. Donc je suis arrivé avec un projet dont on va vous parler, mais
en toute petite partie, si vous voulez, et qui m'a amené jusqu'en 2007 où j'ai décidé d'arrêter et de prendre un peu de repos et d'arrêter ma carrière. Voilà, donc simplement, on apprend à tous les niveaux. Et je rappelle, moi je suis issu du football amateur, donc ça montre d'abord que c'est ouvert à tout le monde, que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de parcours, c'est aussi, je dirais, un peu d'audace sur le fait de décider de partir, de casser des codes, de repartir ailleurs, de tenter des expériences. Rien ne vient automatiquement, quel que soit le statut que l'on ait au départ. Je ne suis pas joueur de haut niveau, je n'étais pas dans des groupes d'influence et tout, donc ça veut dire qu'on est aussi plus libre pour travailler ultérieurement. Donc, sur une approche globale, donc là on va parler un petit peu de la formation des cadres. Je sais qu'à la suite, Franck, avec qui on a beaucoup travaillé, vous parlera un peu de ce qui se fait actuellement. Donc moi je vais vous parler plus de l'esprit de l'approche. Alors c'est très difficile en une demi-heure d'évoquer ce qui nous a pris 5-6 ans de travail et de gros travail. Donc je vais essayer d'être un peu synthétique, puis je pense que les questions permettront de rebondir sur l'ensemble du sujet. Ce qui me semblait, bon, on va parler de manière générale, l'idée c'était effectivement de penser, d'organiser le football autrement, et je dis bien le football, dans sa globalité, sachant qu'il y avait un certain nombre de points que vous connaissez comme moi, où ça ne fonctionnait plus. On ne pouvait pas être satisfait de la formation de cadre, on ne pouvait pas être satisfait du système de détection, on ne pouvait pas être satisfait des pratiques telles qu'elles faisaient, même si 2 millions de licenciés, c'est quelque chose d'énorme, et on ne pouvait pas se satisfaire de l'ensemble des structures. C'est le rôle d'une fédération, et c'est encore plus le rôle d'un DTN que de remettre en question, si vous voulez, l'ensemble du système, avec 2 idées, c'est satisfaire le plus grand nombre de publics, mais aussi de faire de notre nation la meilleure possible, c'est-à-dire une des meilleures nations du monde. Voilà. Donc, automatiquement, ça nous amène à voir, et ça me paraît important, si vous voulez, c'est d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire d'avoir une vision globale de ce qui nous intéresse et ce qui peut favoriser cette progression, et non pas de se contenter sur un seul levier. C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier dans une démarche de formation de cadre, la formation de cadre, le développement de la pratique, le système de détection de formation et de sélection du haut niveau et la structuration des clubs. Si vous travaillez que sur la formation de cadre en idéalisant le profil des éducateurs, en leur donnant des outils, mais qu'après ils ne peuvent pas les appliquer dans leur propre structure, il n'y a aucun intérêt. Si les compétitions, notamment de jeunes, ne correspondent pas à la philosophie que vous voulez faire passer, qui est une philosophie globale, parce que chacun après sa personnalité, ça ne servira à rien. Si la structuration des clubs, voire clubs professionnels, clubs amateurs, mais même des ligues et des districts ou de la fédération, ne correspond pas à l'idée que vous véhiculez dans la formation des cadres, ça ne sert à rien. C'est taper dans le vide, donc ça ne sert à rien. C'est la même chose pour tous les types d'enseignement. Donc c'est toujours avoir un rapport réaliste entre ce qui existe, que l'on peut faire, et de faire avancer, en fait, pour la DTN, puisqu'il y en a d'autres après, mais qui sont d'ordre du domaine dirigeant et de l'administration, il faut arriver à faire avancer ces 4 leviers en même temps. Voilà, donc j'irai très vite, puisque sur les leviers, on a travaillé beaucoup sur la structuration des clubs, à la fois professionnels, centres de formation, sur la filière fédérale, et beaucoup sur les clubs amateurs, avec notamment ce qu'on va appeler les labels, avec l'idée d'aider les clubs, non pas que financièrement, parce que de toute façon c'est du saupoudrage, mais d'aider les clubs à se structurer, avec des labels, avec quelques obligations, avec des modifications, et aussi d'essayer, c'est le plus dur, de modifier éventuellement l'idée qu'on a de l'organisation des compétitions de jeunes, parce que c'est très important, il y a plus d'1 million de jeunes de moins de 18 ans qui jouent au foot, et on sait que tout l'avenir du football se joue là. Donc il y a énormément de choses à faire. Est-ce que les compétitions correspondent aux étapes de formation, d'initiation, de pratique que l'on souhaite? Voilà, donc on pourrait en débattre souvent. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui n'apparaissent pas toujours, mais qui sont intéressantes sur ce sujet. Notamment sous l'impulsion de Patrick Pion, qui est le DTN adjoint, qui était avec moi, qui est toujours chargé un peu de tout ce football. Les enjeux de la réforme, alors oui, donc là j'ai mis un peu tout ce qu'il faut prendre en œuvre, parce que c'est la Fédération française et le football, c'est une grosse machine, si vous voulez, c'est quand même plus de 2 millions de pratiquants, c'est qu'il y a 20 000 clubs, enfin un peu moins maintenant, mais c'est énormément de choses, avec tous les enjeux que vous connaissez, à la fois de la pratique de base et du football professionnel. Donc il y a énormément de choses à faire, et le challenge était passionnant. Franck l'illustrera tout à l'heure. Les enjeux de la réforme,
Donc sont multiples. Donc le contexte national, j'aime pas trop partir de 2010 et de NICENA et des états généraux de la Fédé, parce qu'en fait, Franck Thivillier pourra en témoigner, ça fait déjà plusieurs années qu'on était en réflexion. Le problème, c'est qu'on était en réflexion, pas souterraine, mais de manière assez confidentielle, pour la bonne raison, c'est que quand vous n'avez pas le pouvoir de décider, et notamment le fait d'être DTN, ben, vous ne pouvez pas imposer. C'est difficile de dire à un DTN, quand vous êtes champion du monde, champion d'Europe, faites attention, il faut changer. C'est très difficile, parce que lui il va vous dire, il est dirigeant du football, vous allez leur dire, ouais, il faut qu'on change tout, il faut qu'on rénove, il faut qu'on réfléchisse. Quand vous êtes champion d'Europe et champion du monde, c'est pas, on le sait, et puis ça c'est assez français. Hein, donc voilà. Donc ben, je me suis aperçu que pour impulser éventuellement du changement, fallait, alors on a commencé avec Gérard Houillet en 2007 parce qu'il nous a filé les clés. Hein, on m'a dit, tu es responsable de la formation du joueur, formation d'entraîneur, tu me tiens au courant, je vais t'aider pour le faire. Bon, c'est Gérard aussi qui est un grand communicant, qui a ce sens-là, qui a le sens du management, et il a permis effectivement de commencer à ouvrir des portes. Mais on était loin du compte. Et on s'aperçoit que quand vous êtes à la direction, ah ben, c'est plus facile pour commencer pour faire les choses. Donc c'est ce que l'on a pu faire. Donc le contexte national, je n'en parle pas, c'était NICENA, mais c'est tous les problèmes. Le football est responsable de tous les maux de la société, c'est ce qui se passe dans les banlieues, c'est ce qui se passe en milieu rural, c'est les jeunes qui ne sont plus comme avant, c'est les clubs qui ne sont plus comme avant. Enfin oui, rien n'est comme avant, il faut s'adapter. Contexte politique, parce que le football a aussi le gros avantage, et bien gros avantage et le gros défaut d'être toujours mis en exergue, et les politiques s'en servent énormément, et c'est dangereux aussi, parce qu'ils disent tout et n'importe quoi. En fait, tout le monde s'occupe du foot, et ça sort tout le temps, quoi. Donc c'est un peu dangereux. Le contexte international, qui nous paraît plus important, on y reviendra un peu au niveau de l'idée de la performance, mais le contexte international aussi. Les choses ont changé, si vous voulez. Vous êtes sur un système aujourd'hui qui est européen, qui est mondial. On sait qu'aujourd'hui, l'UEFA, l'Europe en tant que telle, et puis la FIFA en tant que représentation mondiale, si vous voulez, ont une influence très forte sur le football national, et que de toute façon, on ne peut pas se marginaliser, on est obligé de suivre le mouvement. On est d'accord, pas d'accord, mais on est obligé de suivre le mouvement. Là aussi, on en parlera un peu, puisque la formation des cadres rentre aussi dans un cadre européen et mondial, et la France est plutôt pilote dans ce domaine. Le niveau de performance, donc j'ai parlé des performances de l'équipe de France. Moi, je vais vous dire, nous, on a alerté très fort à une période un peu plus tôt, notamment à partir de 2008, quand l'équipe de France a fait un euro pitoyable en Suisse et en Autriche. Pour ceux qui se souviennent, c'était pitoyable. Et en plus, avec l'émergence à ce moment-là des Espagnols, qui étaient effectivement les plus forts du monde pendant une dizaine d'années. Donc on a alerté à la fois sur le jeu, mais aussi bien sûr sur tous les comportements de joueurs, et comme par hasard c'est sorti à ce moment-là, tout ce qui se passait, l'individualisme, tout ce que pouvaient commettre en bien et en mal les joueurs, parce qu'il y a plus de joueurs qui font des choses bien que mal, mais à ce moment-là ça ressortait, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, quand vous êtes dans la maison, c'est douloureux. C'est douloureux. L'environnement, les clubs pros qui changent de stratégie, qui ont des attitudes un peu différentes, qui sont un peu à la course à l'argent, au business et tout, et quelquefois qui en oublient un peu le football. Le contexte sociétal, bon, il est connu, je ne vais pas revenir, hein, puisque c'est une évolution en continu, mais il est évident que toute cette approche-là, avec notamment tout le football que moi je qualifie de milieu urbain, qui est complexe pour des tas de raisons, de manque de structure, mais aussi des problèmes de société, de scolarisation, des problèmes de mixité sociale, ainsi de suite. Donc tout ça c'est important. Les qualifications professionnelles, donc on y reviendra un petit peu dans l'architecture, et Franck sera plus explicite sur le sujet. La notion de reconnaissance et d'expertise, où effectivement on se sentait plus très performant sur ce que l'on faisait. La maîtrise et l'économie, ce qui semble important, parce que l'économie de la formation est quelque chose d'important. Et puis l'idée de propriété fédérale, c'est-à-dire la fédération est propriétaire de ses activités, et notamment de sa formation. Le cadre, toujours pareil, donc le cadre, donc les diplômes d'État. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités dans les formations, l'université, les diplômes d'État, des diplômes fédéraux, moi ce que j'appelle des fois des diplômes de syndicats avec les CQP, puisqu'il y avait une réforme de la formation professionnelle et des diplômes qui était en cours. Donc nous, on s'est adapté aux offres
qui nous étaient proposés, et puis on a fait simplement nos choix. Mais ces choix étaient liés aussi à l'imposition européenne sur les diplômes, mais aussi celle de l'UEFA, puisque l'UEFA était la structure continentale la plus organisée du monde, puisqu'elle sert de modèle à la FIFA, sachant que c'est le football français souvent qui sert de modèle à l'UEFA. Donc, si vous voulez, il fallait rentrer dans ce cadre-là, de façon à permettre à nos entraîneurs de travailler dans l'Europe entière et globalement dans le monde entier, puisque jusque-là, dans le monde entier, on a reconnu surtout les diplômes UEFA. Maintenant, je pense que la FIFA fait des pas en avant sur le sujet, mais ils sont encore loin, parce que les continents n'ont pas tous les mêmes confort de travail. La tutelle du ministère Jeunesse et Sport, donc vous voyez que c'est un système complexe qu'il fallait prendre en compte. Les certificats fédéraux, qui n'avaient aucune valeur, notamment les diplômes professionnels, enfin qui étaient voulus professionnels, comme le DEPF à l'époque, ou le diplôme de formateur, donc ils n'avaient aucune valeur, sans parler du fameux DEF, belle casserole à traîner, je peux vous le dire. Hein, je ne sais pas comment on en est sorti, mais on en est bien sorti finalement. Et la gestion fédérale, bien entendu, puisque moi je me souviens à l'époque, quand je suis devenu entraîneur national, la formation des entraîneurs était une petite ligne budgétaire dans le budget de la DTN. Alors, je vais vous dire, c'était compliqué d'avoir pas d'argent, ça ne représentait rien, les secrétaires mélangés, enfin, c'était très difficile à gérer. Le statut des éducateurs qui va avec, bien entendu, c'est-à-dire faire de la vraie correspondance et non pas prendre des diplômes, les mettre comme ça. Il faut savoir aussi que dans la construction de diplômes, puisqu'on fait l'histoire, c'est parti de Georges Boulogne, qui a été quand même le grand fondateur de tout ça, on part du BE1, du BE2 et éventuellement du BE3, qui en plus pouvait s'acquérir de manière extrêmement surprenante. Ce n'était pas une formation, il fallait avoir un 14 et puis ça y est, on avait le BE3, et puis surtout, en dessous, il n'y avait rien. Et puis en fait, on a additionné des certificats, des formations, des diplômes, on les a mis là-dessus, puis à un moment donné, on s'est aperçu que ça ne représentait plus rien, ça devenait complètement incohérent. Donc c'était le moment, je pense, de remettre tout ça en cohérence dans cette espèce de vision globale que l'on pouvait avoir. Et puis les syndicats et les instances, parce qu'aujourd'hui, c'est système, syndicat d'entraîneurs, syndicat de joueurs, puis toutes les instances, ligue professionnelle, ligue amateur, enfin la ligue amateur, oui, on peut parler de ligue amateur, et puis la fédération. Voilà, donc tout ça, c'est un système très complexe qui nécessitait, si vous voulez, beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications. Moi, je reviens à l'essentiel, à la base, si vous voulez. Donc, quelques principes qui me semblent importants. Donc, j'ai simplifié de manière truc, mais ce qui me semble le plus important, c'est la première, c'est pour former de bons joueurs, il faut former de bons entraîneurs. Donc, ça veut dire que de toute façon, si on ne forme pas d'entraîneurs, notre football ne progressera pas. C'est valable pour tous les sports. Hier matin, j'étais au rugby, à Marcoussis, c'est le premier discours que j'ai. Il faut former de bons entraîneurs. Donc, la fédération française était une des fédérations qui formait déjà de bons entraîneurs. Il fallait former encore des entraîneurs meilleurs et surtout les adapter, leur permettre de s'adapter aux contraintes actuelles. Les meilleures nations sont aussi celles qui organisent leur propre système de formation. Je vais beaucoup à l'étranger, y compris pas mal en Afrique, si vous voulez, et j'ai fait l'UEFA, c'est Franck qui représente maintenant la fédération à l'UEFA sur ce secteur d'activité. Le principe, c'est qu'il faut que votre formation de CAS s'adapte à vos réalités. Donc le contexte, il est multiple, il est scolaire, il est universitaire, il est structurel, administratif, tout ce que vous voulez. Donc faire du copier-coller et dire, voilà, on va faire, au Maroc, on va faire ce que font les Français, pour moi, c'est une bêtise énorme. On va prendre ce qu'il y a de bon et on va s'adapter, c'est pas pareil. Mais les formations, elles appartiennent à chacun. Si vous voulez développer votre football, il faut que les formations, ça soit les vôtres. Même le diktat de l'UEFA, on essayait en permanence, l'UEFA donne un cadre, mais après, une formation, c'était les nôtres. Parce que ça ne correspond pas. D'abord, c'est très léger, c'est un cadre général, donc qui ne vous donne pas, en fait, le fond de la philosophie de formation, ni les contenus en général. Par contre, ça vous guide, si vous voulez, pour avoir les reconnaissances, et puis quelque part, le cadre lui-même est toujours intéressant. L'éducateur, alors important, l'éducateur est la seule personne référente. Ça me semble important, parce que qui est-ce qui est sur le terrain quand les gamins viennent? C'est l'éducateur. Hein. Les dirigeants ne sont pas là, personne n'est là. Hein. L'éducateur, il est tout seul, c'est lui le référent. Les jeunes, ils n'attendent que de lui. Les institutions peuvent fixer un cadre, mais la méthode appartient à ceux qui l'organisent et l'animent. Donc là, on a affirmé de manière très volontaire que c'était le rôle de la DTN, avec un grand nombre de collaborations, on y viendra tout à l'heure, mais c'était le rôle de la direction technique, et que sur ce sujet-là, la DTN, au titre de la fédération, est maîtresse complètement
du projet, le propose, bien entendu, jusqu'à la mise en œuvre. Ça me semble important. Parce que tout le monde veut s'en mêler. Hein. Quand vous réformez, tout le monde s'en mêle, mais en fait, quand il faut faire le boulot, il n'y a plus grand monde. Et puis tous les sports ont la même problématique, notamment les sports co, donc ce qui nous a permis, j'en reparlerai un peu, de me connecter avec le rugby, le hand, le basket, le volley, le hockey sur glace, qui sont les sports collectifs en France, si vous voulez, et d'échanger en permanence sur les problématiques. On s'est aperçu, c'est pas innocent, hier j'étais au rugby, qu'on a tous les mêmes problématiques, je dirais on avait, parce que moi j'y suis plus, mais que ça mérite d'échanger, parce que tout le monde a des bonnes recettes et qu'il faut en profiter. Alors, de l'héritage au changement, donc ça me semble, voilà, donc, alors j'ai exagéré un peu la formule, vous pourrez éventuellement questionner, mais l'évolution, moi je caricature un peu l'évolution comme ça. Donc on est passé de brevet d'État omnisport, puisque je rappelle que les brevets d'État étaient sur la même structure pour tous les sports, donc fait évidemment par des gens qui voyaient ça de manière générale, mais qu'une formation de formateur, un sport co ne peut pas être la même qu'un sport individuel. Sport co, il y a plus de correspondance, et que vous avez des sports à objectifs commerciaux, vous avez des sports à objectifs compétitifs, vous avez des sports qui sont permanents, comme le foot, où on joue tout le temps, vous avez des sports qui sont saisonniers. On ne peut pas faire des formations pareilles, et puis la clientèle n'est pas la même, les profils, la formation, les étapes de formation ne sont pas les mêmes. Des fois c'est plus vieux, des fois c'est plus jeune. Donc à un moment donné, ça ne convenait plus. On était sur une organisation ministérielle qui avait beaucoup de valeur. Les brevets d'État, c'est quelque chose de très important. En plus, ça a offert des métiers à des tas de gens, parce que les brevets d'État, ça correspond aussi à l'évolution du sport dans la société. Mais ça avait ses limites. Pour avoir des diplômes adaptés au football. La deuxième chose, c'est qu'on est passé de certificats fédéraux, pour la majorité, même si on avait les 2 brevets d'État, à des qualifications professionnelles. Donc on a étudié très sérieusement, avec énormément de gens, avec les ministères, avec tout le monde, quelle était la meilleure formule. Fallait-il rester sur les brevets d'État? Certains sont restés. Fallait-il aller travailler avec d'autres collaborations, comme certains, un peu avec des universités, ça a été le cas du basket à un moment donné. Fallait-il faire des CQP avec le risque, comme le foot concerne beaucoup de gens, de voir des entreprises commerciales arriver, ce qui pouvait aussi ne pas correspondre à notre philosophie, et y compris les syndicats. C'est pour ça que la discussion avec les syndicats devenait importante. Et puis, fallait-il faire des titres à finalité professionnelle qui appartenaient complètement à la fédération? C'est le choix que l'on a fait pour la très grande majorité. Et on en est très, très content. Passer d'une gestion institutionnelle, c'est-à-dire fédérale, ministérielle, à une gestion propre. Donc génifiable et économique, mais j'ai une gestion propre. Et ça a été l'idée de créer le premier institut de formation, toutes disciplines confondues, et qui est devenu l'IFF, Institut de formation de football, et qui sert aujourd'hui d'exemple à peu près à toutes les fédérations, et que beaucoup de pays à l'étranger nous envient. C'est avoir notre structure professionnelle, juridique, administrative, économique, qui permet de développer ces formations. Donc voilà, et il s'est trouvé que l'IFF, dont on va fêter les 10 ans, a explosé dans le système avec une économie très forte. Je crois que c'est plus de 3 millions de budget maintenant. On est passé de 19 000 à 45 000 formations. Donc ça a été important. Je ne sais pas si c'est toujours ça, Franck, c'est toi qui me le diras. Mais aussi avec une économie maîtrisée, avec un soutien juridique, administratif. Donc ça permettait, en fait, cette véritable école de formation qui a été mise en place sur un statut défini, avec une forme d'autonomie par rapport à la Fédé, puisque ça dépend, mais c'est autonome en termes économiques. Ça a été très profitable, et en fait on a grandi en même temps. Donc ça permet, nous en fait on a alimenté l'IFF, et l'IFF nous a épaulés aujourd'hui. Par exemple, j'ai appris que cette année ça devenait aussi un CFA, ce qui allait permettre pour les brevets de base, notamment le premier niveau 4, de faire de la formation en apprentissage de manière structurée, de générer des ressources supplémentaires. Une ingénierie pas très définie, si vous voulez, ou très simple, excusez-moi. Merci Bernard. Voilà, donc je parle de gestion. Une ingénierie un peu floue, si vous voulez, d'avoir une ingénierie cohérente, déterminée, si vous voulez, avec l'aide de cellules de réflexion très fortes, de façon à être précis et à pouvoir publier, expliquer ce que l'on souhaitait faire. La méthodologie, pareil, quelle méthodologie? On était encore pédagogie, qu'est-ce qu'on fait, machin et tout. Je pense que l'idée, c'était de trouver tous les leviers et de définir à la fédération, à la DTN, quelle méthodologie et comment on travaillait à tous les niveaux, parce qu'on sera toujours dans la même démarche à tous les niveaux, j'y reviendrai un peu tout à l'heure.
une pédagogie, on est passé d'une pédagogie directive autoritaire, qui était aussi le cadre même des formations. Il fallait, à l'époque de Georges Boulogne, il fallait être dur, parce qu'il fallait faire du football, le professionnaliser. À ce moment-là, il fallait passer par là. Hein. C'est pas détruire ce qui a été fait. Mais là, on arrivait à une époque où il fallait voir les choses un peu autrement, à une approche plus ludique, avec une référence très simple. Moi, je le dis toujours, c'est que le jeune joueur, quand il prend une licence, c'est pour jouer au foot, et je ne vois pas pourquoi, quand il vient à l'entraînement, on ne le ferait pas jouer. Voilà. Or, on était à un stade où les gamins ne jouaient plus, quoi. Donc voilà, où avec on parlait des compétitions, l'importance exagérée des compétitions chez les jeunes avait tendance à détruire l'idée de la formation elle-même, si vous voulez, donc notamment avec toutes les notions d'apprentissage, et même détruire les jeunes sur le climat de confiance, ainsi de suite. Il y avait des tas de choses à faire sur cet aspect-là, donc Franck l'expliquera peut-être un peu mieux que moi tout à l'heure. Et puis une animation dite autoritaire, une animation participative, c'est pas la DTN tout seul, c'est la DTN avec un grand nombre de gens. Et une des plus belles expériences que l'on ait eues pendant cette période de reconstruction de ce système-là, c'est tous les échanges qu'on a eus avec énormément de gens qu'on a rencontrés en permanence et qui nous ont enrichis, mais alors d'une manière incroyable, du monde du football, de l'étranger, du monde universitaire, du monde de la recherche, du scientifique, du doctorant, de tout ce que vous voulez, dans des domaines qui peuvent être aussi variables que la préparation athlétique, la préparation mentale, l'ingénierie, la méthodologie de formation d'adultes avec les Canadiens, je pense aux Québécois par exemple, on les a fait venir, hein, on a fait des formations avec, donc on a essayé d'enrichir tout ça pour... Donc en synthèse simplement, excusez-moi, oui, j'ai oublié un petit peu, en synthèse un peu, simplement, si vous voulez, c'est qu'on était sur un système qui avait montré sa valeur, éprouvé, qui marchait correctement, mais qui ne répondait plus à l'attente des publics, voire aux besoins du football moderne. Donc moi, je qualifie à bout de souffle, non pas pour une révolution, mais pour une modernisation, à notre sens, de tout ça. Ça me semblait important. Donc très vite, je vais essayer, hein, je suis trop lent. Donc simplement, après, on se retrouve confronté, puisqu'on parle toujours, ça m'arrive de faire des conférences sur le changement, parce qu'on a vécu une ruine de portant, comment on peut animer le changement. Voilà, vous êtes confronté aux institutions, aux partenaires, et puis au milieu, à partir du moment où vous faites des titres à finalité professionnelle, vous allez avoir en face des syndicats, tout le système français qui est extrêmement complexe. Donc c'est une découverte pour moi. Moi, je suis passé devant des tribunaux syndicaux, c'est-à-dire que vous avez la CGT, FO, la CFDT et tout, qui vous dit ouais, mais pourquoi vous voulez faire vos propres diplômes, sachant que si nous on peut récupérer des CQP, on va faire du business avec. Voilà, il faut se battre et c'est pas facile parce que là vous êtes tout seul et en plus inexpérimenté dans la matière. Donc, croyez-moi, c'est assez impressionnant. Il faut aller convaincre les ministères, il faut faire du lobbying. Moi, simplement, quand on a développé le projet, je voulais souligner que tout le football français a été derrière, notamment les présidents de clubs pro, les présidents de ligue, le président de la fédération. Je vais faire une rigole, c'est peut-être les syndicats d'entraîneurs qui ont été le moins derrière. Donc voilà, ce qui est un peu surprenant, mais c'était comme ça. Voilà. Donc l'idée, donc à partir de là, c'est de créer le support IFF, qui a été énorme, donc pour l'architecture, l'ingénierie, la production partagée, puisqu'on va aller jusqu'à la production, la mise en œuvre. J'ai synthétisé, ça veut dire que l'idée, c'est d'associer de l'expertise partout, de former des formateurs, puisque l'idée aussi, je vais faire un petit retour en arrière, puisque certains d'entre vous le connaissent, c'est que moi j'étais jeune CTR, vous l'avez vu dans ma carrière, un jour on m'a dit tu viens, tu prends la Ligue de Paris, tu vas faire des BE1, des initiateurs, à l'époque c'est ce qu'on faisait. Je dis ouais, mais j'ai quoi pour le faire? Ah ben t'as rien, pas de document, t'as juste un programme, puis tu te débrouilles dedans quoi. Mais attendez, moi j'étais tout jeune en plus, je me suis dit qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc ça vous fait réfléchir si vous voulez. Et quand je suis parti à l'île Maurice, je me suis dit bon j'arrête parce qu'on n'a toujours pas de matière. Donc j'ai dit on va faire. Et à l'île Maurice, je me suis amusé, on a fait des documents, on a fait des livrets pour les entraîneurs, des formules, des trucs, avec des tout petits moyens. Je dis, mais c'est là-dessus qu'il faut aller. Quand on est revenu, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner des outils. Ouais, 10 minutes, il me reste. Ça va. Voilà, bon, j'ai essayé vite, donc voilà, et puis bien entendu, accompagner, évaluer, puis communiquer. L'important, c'est de communiquer. Donc on a essayé, c'est pas moi ma spécialité, mais on a essayé de communiquer le plus possible. Donc l'IFF nous a aidés, et puis bon, il y a des gens qui nous ont aidés pour communiquer, pour expliquer un peu ce que l'on faisait. Nous, communiquer, c'est évidemment aller dans les amicales, dans les réunions, comme les vôtres, pour dire voilà ce que l'on va faire. Et quand vous dites ce que l'on va faire à des gens qui n'imaginent pas, c'est assez compliqué, surtout si les gens ont été vraiment formatés sur un système depuis 30 ou 40 ans. Voilà, donc les liens. Donc simplement dans la démarche,
Voilà un peu comment ça s'est passé. Donc à partir de 2003, moi j'ai eu la chance d'être responsable du diplôme de formateur, qui est un diplôme extrêmement intéressant, c'est d'essayer d'en faire un laboratoire, mais en étant dans le carcan défini par les textes du moment. Et en même temps dans les ligues, bon, je regarde Franck, parce qu'il y avait notamment la Ligue du Rhône-Alpes, la Ligue du Centre, 2 ou 3 ligues, qui n'étaient pas satisfaites non plus de tout ça et qui avaient envie de réformer, qui commençaient, eux, à leur manière, où ils avaient de la liberté, d'expérimenter des choses, notamment sur les diplômes fédéraux. Hein, donc c'était intéressant. Bah, à un moment donné, l'idée, c'était de mettre tout ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui sont parmi vous qui sont dans les sports-études, mais on a commencé, quand Gérard Houllier est arrivé, un cadeau qu'on lui a fait, c'est qu'on avait fait un groupe de travail avec tous les responsables de sport-études, Georges, tu te souviens, et on a fourni un cadeau d'arrivée à Gérard, donc c'était bien pour lui, parce qu'il a communiqué avec, on avait créé un gros classeur pédagogique, si vous voulez, pour les sections sportives scolaires 6e, 3e, qui a été fondateur parce qu'on y trouvait déjà une grosse partie de la philosophie que l'on voulait faire passer. Depuis, ça a été numérisé avec José Alcocer, et c'est un autre outil qui est encore bien plus performant qui a été fait. Mais pour nous, c'est un événement, parce que c'était la première fois que la fédération proposait et livrait en palette, hein, parce que c'était lourd, sur tout le territoire. En 2009, l'IFF se crée, donc c'est important, parce qu'on a une structure sur laquelle on peut travailler, on peut s'appuyer pour développer notre projet, notamment les titres à finalité professionnelle. Et puis à partir de 2011, 2010, le temps de travailler, mettre des cellules de réflexion, beaucoup de gens, on y reviendra, ont travaillé sur le sujet, on rentre dans la mise en œuvre avec quelquefois un peu d'urgence parce qu'on avait l'idée mais on n'avait pas encore tout formalisé, on a filmé les vidéos, enfin pour ceux qui ont fait des formations qui les suivent aujourd'hui, elles sont extrêmement documentées, extrêmement animées si vous voulez, on a pu commencer à produire, des fois ça a été un peu dans la douleur, mais dans l'urgence, mais on a réussi à le faire, puis petit à petit, ça s'est amélioré. De la production, de la documentation, et puis la formation de formateurs, c'est-à-dire qu'il fallait former tous nos intervenants en même temps sur cette méthode, redéfinir la méthode ensemble. Et puis, alors les acteurs directs étaient multiples, il y a tous ceux qui travaillaient déjà avec nous, puisqu'il y avait des gens qui intervenaient, je peux penser à Denis Troche qui intervenait sur le coaching, la prépa mentale, je peux penser à Chamalidis qui intervenait aussi sur la préparation mentale, sur des gens qui intervenaient sur le coaching, préparation athlétique, ainsi de suite, mais c'était que des intervenants qui venaient un peu illustrer la formation, mais qui n'avaient pas un rôle défini. Puis moi, j'ai une pensée particulière pour les gens. On avait créé une cellule de recherche avec Philippe Lambert, qui avait fait un gros travail, qui était intéressante aussi, qu'après la Fédé a un peu dézingué pour des problèmes de personnes, mais bon, c'était dommage, parce que je pense que c'était très utile. On voulait créer une cellule de haut niveau, là aussi, pour des problèmes politiques, c'est un peu... Et puis on avait surtout des cellules d'ingénierie sur chaque diplôme, donc animés par des gens comme Franck, qui ont commencé à travailler dessus, donc ça faisait beaucoup de monde. J'ai une pensée aussi pour quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à l'époque, c'est Eric Mombaerts, que vous connaissez pour la majorité, qui a beaucoup produit sur l'entraînement, sur l'approche du football, tactique, et ainsi de suite, et qui à l'époque a été aussi un déclencheur très fort, puisqu'il faisait le formateur avec moi, et c'est de là que sont partis beaucoup d'idées. Il y en a d'autres, hein, je ne voudrais pas en oublier, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on a créé des groupes de travail, plus de 100 cadres techniques ont travaillé sur le projet, c'est énorme. Donc on a cherché ceux qui étaient motivés, qui voulaient travailler. Et puis on a créé des cellules d'ingénierie, y compris avec des apports extérieurs. On travaillait beaucoup d'expertise. J'ai parlé des Québécois qui nous ont beaucoup amenés sur la formation d'adultes, parce qu'ils sont experts, ils sont référents mondiaux sur le sujet. C'est énorme. Hein. Et donc on les a fait venir, ils ont formé nos cadres techniques. Hein, ils ont intervenu, ils nous ont donné des clés, puis après, nous, on a continué à développer, parce qu'on était dans l'urgence, il fallait aller vite, on a travaillé avec l'INSEP, bien entendu, où il y avait beaucoup d'expertise, on a fait de la recherche, on travaille beaucoup avec les armées pour des raisons de relations privilégiées avec les chefs d'état-major, on a pu travailler, faire des échanges énormes avec l'armée, qui est le plus grand centre de recherche pratiquement en Europe, tout confondu. Je crois qu'il y a 600 personnes qui travaillent en recherche armée, notamment sur la prépa mentale, sur la récup, sur des tas de trucs, sur le sommeil, c'est très important. On a travaillé avec les DTN en France, rugby, j'en ai parlé tout à l'heure, donc aussi c'est intéressant, et puis beaucoup de connexions avec l'Espagne, bien entendu, puisque l'Espagne, à ce moment-là, était moteur. Le Portugal, notamment par les travaux de l'Université de Braga, où là, effectivement, dans l'approche et la formation, il y avait beaucoup d'intérêt. L'Allemagne, bien entendu, parce que c'est une référence, qui à l'époque avait peut-être un temps d'avance sur le questionnement par rapport à nous. La Suisse, la Belgique, pour des raisons à la fois de francophonie, mais parce que la Suisse et la Belgique, je ne dis pas parce que notre ami est là, travaillent très bien depuis longtemps. Souvent, ça se ressemble parce qu'on puise un peu les uns chez les autres. Puis la relation est très, très amicale et très bonne.
Voilà. La MLS, parce qu'en même temps qu'on a fait le formateur, on a vendu le concept du formateur à la MLS, il se fait toujours. Et à partir de là, on a récupéré un peu ce qui se fait aux États-Unis en termes de formation. C'est intéressant. Les Américains ont une approche différente, très cartésienne. Ils veulent toujours savoir pourquoi on fait les choses et tout. Donc, quelque part, ça vous pousse dans les retranchements. Intéressant. Et puis, l'UFA, par le contexte, obligatoire avec les commissions, l'IFF, les commissions paritaires, le ministère, voilà, et tous les partenaires sociaux. Donc, ça fait du monde et on travaille avec tout ça. C'est une grande fierté. On s'est fait quelques amis dans le système. Je vais essayer d'aller plus vite, Bernard, excuse-moi. L'approche de la formation à partir du jeu, donc c'était notre référence. Donc repartir du jeu, le joueur vient pour jouer, le jeu motive, donne du sens à l'entraînement, repartir du jeu. Alors je ne vais pas dire que ça n'a pas toujours été dans nos pensées, seulement à un moment donné, il y a des dérives, il y a eu, y compris dans l'épaule, par exemple, une idée que, Georges, tu vas me dire si c'est le contraire, l'approche devenait hyper techniciste. C'est-à-dire qu'on formait des joueurs avec le ballon, mais qui ne savaient pas jouer. Parce qu'en fait, le jeu, c'est pas ça. L'utilisation du ballon, c'est un moyen, c'est pas l'objectif. Voilà, donc ça, c'est toute la philosophie, je ne vais pas la développer là, mais c'est essentiel, je simplifie au maximum. Donc l'idée, c'est de repartir du jeu avec le joueur, la méthode et l'entraîneur. On verra, c'est le cadre un petit peu de tous nos principes de formation. Au foot, le plus important, c'est l'équipe et la confiance, donc un jeu collectif et la confiance. Donc on va rentrer dans les domaines des problèmes. Excusez-moi, j'ai fait à l'envers. Donc des problèmes qui vont toucher de l'ordre du mental. Donc c'est l'équipe et la confiance que te donne l'entraîneur. Gérard Houllier disait, quand il a repris le sujet, il a dit longtemps, il a martelé, il dit l'entraîneur est un donneur de confiance. On peut mettre ça à d'autres activités. Le manager devrait aussi être un donneur de confiance, l'enseignant aussi, ainsi de suite. Voilà, mais nous, on reste dans le domaine. Donc c'est le collectif qui gagne. Donc des joueurs qui deviennent responsables, ça correspondait aussi aux problèmes sociétaux qu'on pouvait rencontrer, d'individualisme de joueurs, de comportement. Voilà, donc il faut que le joueur devienne responsable et s'approprie l'activité. Et puis on avait retenu ça, Arsène l'avait véhiculé d'une manière différente, c'est la même chose. Au niveau pédagogique, si vous voulez, dans la méthodologie, ben, tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Ça veut dire que l'implication du joueur dans l'activité, comme l'implication de l'entraîneur dans son activité de formation, sont des données capitales. Et ça, on l'avait oublié, à partir du moment où vous êtes dans un système autoritaire, moi je me suis aperçu, si vous voulez, quand j'avais des sélections nationales, que les jeunes vous subissent, font ce que vous attendez d'eux, mais n'ont plus aucune créativité, aucune initiative, aucune imagination. Voilà. Donc faire une pédagogie plus active. Je vais très vite passer donc, sur les bases de l'enseignement. On s'est fixé des axes, donc la référence c'est le jeu, la priorité c'est l'équipe, le support c'est le club. C'est le rôle d'une fédération de travailler. Donc deux axes importants quand vous formez les gens, c'est les deux priorités, ça va être la connaissance du jeu, problème que l'on peut avoir avec des gens qui n'ont pas beaucoup joué au foot, ce que vous avez dans les diplômes mineurs, et puis la connaissance du joueur. Donc là aussi, en fonction des publics que vous avez, vous êtes obligé d'équilibrer, mais entre le haut niveau et le bas. Mais la démarche est la même, c'est-à-dire que tout va partir, l'enseignement, tout va partir de la connaissance du jeu et de la connaissance du joueur. On va dire un peu de la connaissance de l'entraîneur, ça sera développé peut-être tout à l'heure. Et quatre axes que l'on va trouver pratiquement dans toutes les formations du plus bas niveau au plus haut niveau. La conception, c'est-à-dire l'idée du projet de jeu, de sa planification et des outils correspondants. La méthodologie qu'on va utiliser, notamment l'utilisation des pédagogies, les relations qu'on va créer, l'animation, les climats d'apprentissage ou d'entraînement, c'est-à-dire dans quelle ambiance on travaille, quel climat, comment on travaille, le relationnel, et l'approche de la compétition, et les comportements d'éducateurs et de joueurs, avec les notions d'éducation, d'exigence, de socialisation. Tout est fondé et là-dessus. Après, évidemment, c'est développé d'un diplôme à l'autre, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes choses. Je passe vite. Alors, bon, l'architecture, comme Franck va en parler, je la passe, excusez-moi. Hein, tu en reparles, je crois, hein, donc tu l'as défini. Bon, c'est important, c'est l'idée titre à finalité professionnelle métier, à partir d'une licence C qui n'existait pas auparavant. Donc avec ces titres, on a gardé le DES pour garder une plateforme, si vous voulez, étatique, de façon à permettre des gens de trouver de l'emploi aussi, puisque on sait que le DES permet de trouver de l'emploi hors football. Et puis en dessous, c'est ce que j'ai appelé toutes les certifications qui sont orientées vers le bénévolat, ou ce qui peut ressembler à du bénévolat, avec des diplômes que nous, on a voulu en totale proximité, puisque c'est des modules qui aujourd'hui se font totalement en proximité. Il faudrait développer, mais je n'ai pas le temps. Les principes de mise en œuvre, très vite. Donc pour qui, quand, comment, pourquoi. Donc simplement, on s'est fixé des objectifs. La formation, d'abord la formation d'experts, formateurs. Former des formateurs. Pour faire passer un message, il faut que les gens qui forment soient initiés. Je vous ai dit, moi, le problème qu'on avait eu quand on était jeune, on a dit, bah, débrouillez-vous. Donc, ce n'était pas ça.
Il fallait donner toutes les clés aux gens pour qu'ils soient aptes avec les outils pour le faire. La collaboration avec toute l'expertise, les concepts définis, le jeu, l'enseignement, la méthode, le climat, une pédagogie maîtrisée, active, appropriation, les principes d'alternance, donc ça c'est important, puisque aujourd'hui il y a une ouverture terrible, les gens sont sous tutorat, vont travailler dans les clubs, font des rapports, ainsi de suite. Les principes d'équilibre, formation théorique, application pratique, mais en club, et pas uniquement en stage et de manière faussée. Les principes d'accompagnement, et là aussi ça sera peut-être expliqué, vous le questionnerez, projet, maîtrise, évaluation, progrès, et les principes de tutorat. Donc ça c'est un certain nombre de principes qu'on a mis en place. Les objectifs identifiables, bon, vous les retrouverez, vous connaissez, donc vous pouvez les lire. Donc ce qui me semblait important, c'est surtout favoriser l'appropriation de l'activité, que ce soit l'entraîneur dans sa formation ou le joueur dans son entraînement. On responsabilise le joueur, se placer dans un rôle ressource, donc on modifie le positionnement de l'entraîneur, qui n'est plus un directeur d'activité, mais qui devient une personne ressource, sachant que c'est le joueur qui doit grandir d'abord par lui-même et par ce qu'on lui propose. Maîtriser les relations avec les joueurs, respecter les rythmes de progression et puis être expert. Donc c'est ce qu'on recherchait un peu. Je vais aller vite. Donc l'éducateur et ses compétences. Donc ça c'est un cadre qu'on s'était donné à l'époque, qui a peu évolué, je suppose, par contre qui était très très développé. Donc, et dans la formation, tenir compte de ces trois aspects. Donc à la fois les capacités techniques, ça joue dans la détection, dans le recrutement, dans la sélection et là où on veut l'emmener. Les capacités opérationnelles, c'est le cadre de la formation, lui donner les outils, puis les capacités relationnelles. Donc il est à la fois formateur, coach, leader, animateur, manager. Donc il faut le former dans toutes ces directions, et pas uniquement un entraîneur pur qui fait de l'entraînement. Voilà. Pour terminer, simplement, donc l'éducateur et sa formation. Donc placer l'entraîneur, l'idée c'est de placer l'entraîneur dans son contexte, la réalité de son activité, d'où la fait que dès que vous êtes dans les diplômes professionnels, vous êtes en club dans une structure qui correspond à vos besoins. On a placé des entraîneurs amateurs dans des clubs pro, ainsi de suite, de façon, alors ça c'est un vrai boulot de placement et d'accompagnement, mais de façon à ce qu'il y ait une alternance entre la formation et le club et le terrain. Répondre à ses besoins, à ses attentes, ses aspirations, plutôt que lui dire c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire que lui, il arrive avec un projet. Je prends toujours l'exemple, Zidane vient en formation, vous n'allez pas lui expliquer le football. Par contre, vous lui avez donné tous les outils pour lui permettre de faire son métier. Et ça, il ne les a pas, les outils, loin de là. Et là, vous avez un stagiaire exemplaire, donc c'est d'autant plus facile. Ensuite, former, accompagner et évaluer avant de certifier. Pour ceux qui se souviennent, quand on faisait des formations d'entraîneurs, nous, en fait, on vous formait à passer un examen. Voilà. Et là, les codes n'existent plus, l'examen. En fait, l'idée maintenant, c'est qu'on prend à l'entrée, quelquefois on sélectionne s'il y a trop de candidats, parce qu'on est obligé, hein, c'est de l'organisation. Donc on essaye de sélectionner sur des critères bien particuliers, je ne sais pas si tu en parleras un peu. Mais surtout, après, on accompagne jusqu'au bout. Parce que le type, le garçon ou la fille qui vient en formation, ça représente un investissement très fort, familial, financier, congé. Donc c'est énorme, tant plus que les formations deviennent. Donc on n'a pas le droit, si vous voulez, de dire à un type tu viens en formation et puis on te jette à l'arrivée. Et moi j'ai vécu des expériences douloureuses, par obligation. J'ai connu des stages où 60% des gens étaient collés à l'arrivée. C'est innommable comme situation. Donc une des premières actions, il dit maintenant, on met les gens en formation, on les emmène jusqu'au bout, on les aide. On les rattrape s'il faut, mais on les aide. On les choisit un peu avant, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on ait des gens qui ne correspondent pas, mais ça fait. Donc vous modifiez complètement le climat de confiance. Vous changez complètement la donne. Donc ça veut dire que les gens deviennent réceptifs à la formation et ne sont pas dans le stress uniquement de la réussite. Identifier les projets, développer les connaissances, les outils, donc on en a parlé, accompagner tout au long du parcours et même après le parcours. Voilà, donc ça c'est important. Entretenir un climat de confiance avec les gens en formation. Donc ils ne sont pas là le couteau à la gorge, ils sont là pour grandir. Donc on les aide à grandir. Et puis rechercher, valoriser l'expertise. Voilà, je vous ai fait une petite synthèse de la pensée de l'époque maintenant, puisque c'était déjà il y a quelque temps, et avec les résultats que l'on a connus. Et on sait qu'il y a eu déjà des répercussions, notamment sur les sélections de jeunes. On a eu la chance, à l'époque j'étais DTN, on a gagné tous les titres en jeunes possibles, les filles, garçons, donc ça a été aussi une richesse, une fierté un petit peu sur le sujet. Et puis que notre formation, voilà, elle est modestement reconnue, des fois plus à l'étranger que chez nous d'ailleurs, mais elle est reconnue à l'image de la demande des Américains, et c'est la plus belle des récompenses. Merci à vous. François, merci. C'est vrai que le challenge était difficile.
de résumer en 30 minutes 15 années de travail, 15 années de réflexion et 15 années de mise en place. C'était un sacré pari. Comme on l'a dit tout à l'heure, des questions dans la salle? Oui. Oui, merci pour votre communication. J'avais une question un peu historique. Vous dites que 2008, c'était le déclencheur pour initier un changement et que vous aviez déjà réfléchi avant à ce changement avec quelques collègues, mais évidemment sans avoir le pouvoir. Quels sont les indicateurs qui vous ont permis de dire, à une époque, 2006, c'est quand même un relatif succès pour l'équipe de France, enfin celle qui est visible en tout cas, quels sont les indicateurs que vous avez pris pour dire il faut que ça change, il faut qu'on modifie nos formations? Il y en a plusieurs. Bon, d'abord, j'avoue, je vous ai parlé de mon expérience de vie, si vous voulez. Moi, j'ai toujours été influencé par ces données depuis le début. J'ai toujours conçu ça à peu près comme ça. Par contre, mes amis m'ont permis d'aller beaucoup fouiller dans ma réflexion. Mais à mon passage à Nantes, avec les discussions que j'avais avec Jean-Claude Suodo, par exemple, m'avaient déjà beaucoup sensibilisé. J'ai toujours travaillé un peu comme ça. Je n'étais pas forcément dans ce courant-là. Par contre, quand vous êtes dans un système, vous le respectez. J'ai toujours respecté les directives de ma DTN ou de ma fédération. Par contre, j'ai été en club professionnel et j'ai expérimenté dans les clubs où j'ai fait ce que j'ai voulu. Et j'étais pas du tout dans ce système-là, mais d'autres pourront dire la même chose. Hein. Donc voilà, chacun travaille après à sa manière avec ses idées. Après, si vous voulez, il faut savoir que l'équipe de France est la vitrine. Donc ce qui se fait, les résultats de l'équipe de France sont le résultat de 10 ans de travail auparavant. Vous pouvez mettre. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui rentre dans un système. Alors déjà, aujourd'hui, ce qui se fait dans les clubs amateurs est remarquable et de plus en plus remarquable. Donc déjà, l'école de foot a une énorme importance sur ce que va devenir le football de haut niveau à l'avenir. Hein, c'est des fois un peu oublié par le haut niveau ou par les gens qui sont au-dessus. Mais on sait qu'il y a des phases déclencheurs comme le système de sélection, comme la préformation. Les sports-études, c'est pas innocent. Si avec mon ami Georges, on a mis en place 1000 sections sportives sur le territoire, c'était déjà cette volonté-là en 2002. On a commencé en 2002, je crois. Hein. Donc voilà. Et puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec toutes les sélections nationales jusqu'au A. Donc j'ai vu les grands joueurs des A travailler. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs, ceux qui avaient été champions du monde, et discuter avec eux parce que je les avais eus en sélection de jeunes, donc je les connaissais bien. Il y avait une relation amicale avec eux et de confiance. En étant adjoint, vous pouvez discuter avec eux, ce qu'un entraîneur ne peut pas avoir aussi. Hein, vous êtes dans le vestiaire, voilà. Et puis surtout, parce qu'on avait les sélections de jeunes et qu'en même temps, si vous voulez que vous ayez ces résultats, nos sélections de jeunes étaient beaucoup moins performantes. On avait énormément de problèmes de comportement, de sens collectif, de dérives. Alors les dérives, elles sont multiples, hein, mais je vais en caricature une, c'est les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un môme de 14 ans, il est déjà sous pression, il est complètement perverti, et quand vous le prenez en sélection, c'est catastrophique, quoi. Donc lui, il a d'autres objectifs. Alors je prends celui-là parce qu'il est facile à prendre, mais vous en avez d'autres qui sont d'ordre sociaux, qui sont d'ordre religieux, qui sont d'ordre des clubs, parce que chaque club travaille de manière différente, puis qui sont d'ordre surtout de la personne elle-même et de son environnement familial, le regard du grand frère quand le gamin joue en international, il y a des tas de choses comme ça. Alors, je pourrais vous en citer, voilà. Donc ça vous fait réfléchir. Et ce qui m'a fait, en 2007, je fais le championnat du monde avec les 17 ans, on fait quart de finaliste, on perd contre l'Espagne, d'ailleurs bêtement, parce qu'on aurait largement pu gagner. Et c'est là où je me suis aperçu que les joueurs nous subissaient complètement. C'est ça qui me travaillait le plus. Si vous voulez, on est resté dans la domaine football. Vous aviez des joueurs, c'était Sacco, Mvila, les joueurs comme ça. Les joueurs vous subissaient, ils ne faisaient que ce que vous leur demandiez, mais ils étaient incapables de prendre une initiative, de réagir au jeu. Alors quand les joueurs sont sur le terrain, le football leur appartient. L'entraîneur, il a beau gesticuler, il n'a aucun pouvoir. Moi, c'est ma conviction. Et vous avez beau donner des directives à l'entraînement, comment on va jouer, mais les joueurs me font sucer. À un point qu'ils étaient dans l'incapacité totale, j'ai dit ça au rugby hier, demandez à vos joueurs, quand vous entraînez, à un moment donné, arrêtez le jeu, proposez-leur de créer eux-mêmes une séquence d'entraînement sur un thème. Vous allez voir tout de suite, si vous avez éveillé quelque chose chez eux, ils sont incapables de le faire. Et je vais vous dire, à cette époque-là, en sélection nationale, des grands joueurs, qui sont devenus des grands joueurs, étaient incapables d'avoir une réflexion sur leur propre jeu. Ça doit vous alerter. C'était pas emmerdant, hein, c'était des bons mecs, mais passifs et tout. Il faut qu'on change, quoi, parce qu'on va pas y arriver, quoi. Donc c'est tout, en fait, c'est une multitude de réflexions, et comme j'ai dit, le seul problème, c'est que c'est un peu présomptueux de dire ça, mais il faut être au pouvoir pour pouvoir faire passer, quoi. Ça fait longtemps, moi, j'avais demandé à Aimé à l'époque de changer, mais qu'est-ce que vous voulez changer? Vous êtes champion du monde, champion d'Europe, vous sortez des joueurs, tout va bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu français, ça, hein. Les Allemands ont cette force de se remettre en question à tout moment.
toute façon, s'ils ne sont pas champions du monde, ils se remettent en question, même s'ils font la finale, ça ne leur va pas, donc c'est plus facile. Nous, on n'a pas cette force-là. Et en plus, ils ont une autre force, c'est quand ils décident un changement, tout le monde suit. Tout le pays suit à tous les niveaux. Chez nous, dès que vous insistez à un changement, tout le monde est contre. Donc voilà, je ne parle pas de politique, je parle juste du football. Deuxième question. Bonjour François. Dans le cadre de mes fonctions, je recrute des éducateurs, des entraîneurs, parfois à temps plein ou en tant que bénévole sur la préformation. Aurais-tu 2-3 critères dans le cadre d'un club formateur sur lesquels tu te baserais en priorité pour évaluer leur capacité à former des sportifs? Déjà, bon, les éducateurs, alors les choisir, c'est compliqué, vous êtes dans un contexte déjà. Bon, l'idéal, c'est d'avoir des gens qui quand même jouent au football, c'est quand même mieux. Bon, surtout que toi, tu es dans un club qui est déjà professionnel, donc c'est pas pareil, même si une section amateur d'un club pro, c'est des fois plus amateur qu'un club amateur, hein, ça dépend des clubs. Je pense qu'il faut arriver à d'abord que ses convictions fortes et son éducation correspondent à la tienne, il faut avoir quelqu'un qui va avoir de l'empathie pour les joueurs, capable de travailler sur des climats de confiance. Je pense que la formation pédagogique et technique, ça peut s'acquérir. Par contre, le caractère des personnes, les comportements, l'exemplarité, la moralité, vous ne pourrez pas la changer. Il faut que ça corresponde à votre projet, il faut que la personne ait envie. Il faut aussi, t'es chez les jeunes, donc si le mec il est mordu de compète et qu'il veut faire que de la compète et gagner des matchs, il ne faut même pas le prendre, quoi. Donc voilà, c'est un éducateur. Le mot éducateur prend tout son sens à ce niveau-là, hein, bien entendu. Après, donc, il faut qu'il corresponde à tes critères, qu'il puisse travailler avec toi, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la direction d'une équipe, il prend la collaboration sur un groupe, sur une équipe avec toi, sous ta direction, donc il faut qu'il accepte le projet du club. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il faut savoir qui il est, il faut vérifier sa moralité et tout. Je pense qu'il faut qu'il ait été joueur. En fait, l'idée, c'est toujours que le type soit joueur de foot, parce qu'il faut qu'il amène déjà un peu de vécu, de connaissance, qu'il connaisse le jeu. Plus il connaîtra le jeu, plus il sera performant. Et la deuxième chose, sentir qu'il a un intérêt fort pour tout ce qui va être de l'ordre de l'ouverture méthodologique et pédagogique. Voilà. Ouais, ça me semble important. Je voulais dire autre chose. J'ai oublié, ça me reviendra. Alors, on va passer à la troisième question. Et dernière question, avant la table ronde, tu auras l'occasion à la table ronde de repréciser ta pensée. François, par rapport au nouveau positionnement de Arsène sur son nouveau rôle, directeur du développement du football mondial, avec la mission de superviser et de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes du monde entier. Je pense que Arsène est un ami pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est utopique, cette mission, ou ça va nous aider dans le football Je n'ai pas bien entendu, parce que je pense que le son est un peu lourd. Est-ce que vous pensez que cette mission, elle est un petit peu utopique, réaliste, et surtout, est-ce que ça va nous aider pour le football de demain, amateur et professionnel? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français, francilien ou sur notre territoire, est-ce que l'évolution des académies parisiennes, comme on a vu hier, et la non-inscription des centres de formation dans les championnats U19 nationaux par rapport à leur choix et politique sportive, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour demain, pour le football français? J'ai pas bien compris la première, parce que tu es trop connu. La première question portait sur Arsène Wenger, qui devient conseiller pour le football mondial à la FIFA. Je n'ai pas de commentaire sur le sujet. Arsène a une grosse expérience, il est reconnu mondialement. Je pense qu'il a des idées, des valeurs, une éthique. C'est un bon modèle et je pense qu'il vaut mieux que la direction technique à la FIFA soit assurée par quelqu'un comme lui que par quelqu'un qui n'a pas d'expérience et dont on ne sait pas d'où il vient, comme c'est arrivé quelquefois, hein, pour être rude. Donc c'est un des meilleurs entraîneurs de par sa carrière, de son expérience et par le profil qu'il véhicule. Hein. Nous, on l'a côtoyé, on a même discuté avec lui sur ce qu'on a fait. Hein. Franck pourrait en parler. Et je pense qu'il fait partie des gens qui sont les plus représentatifs de ce qu'on attend de l'entraîneur. Moi, je trouve que c'est très bien. Après, Arsène, de par sa culture et de par son projet, n'est que très peu influencé par le football français lui-même. Il ne sort pas de la maison, il a quand même voyagé, il a fait le Japon, beaucoup l'Angleterre et tout, mais il l'est quand même. Et il reconnaît surtout beaucoup à ce qui s'est fait chez nous. Je pense que c'est un super ambassadeur et surtout, c'est sûrement
la bonne personne à ce moment-là, parce que dans ces instances-là, il faut des gens expérimentés. Voilà, donc il l'est. Après, la FIFA, c'est un truc très lourd, hein, je vais vous dire, hein, je ne sais pas ce qu'il pourra faire. La deuxième question sur les académies et les clubs. Je pense que quand vous êtes en club professionnel, et moi je pourrais faire la même chose, si vous voulez, j'aurais pu faire la même chose, puisque j'avais déjà diminué dans les clubs où je suis passé le nombre d'équipes, c'est un choix de stratégie des clubs. C'est-à-dire que l'important, c'est d'inscrire en compétition les joueurs en fonction de votre projet de formation. Bon, il y a des compétitions qui sont utiles, il y a des compétitions qui peuvent moins utiles. Alors, les expériences qui ont été faites à Lorient, aujourd'hui on a parlé de la réserve PSG, je suis plus sceptique sur la réserve PSG, ce qu'avait fait Lorient était plus intéressant, ça, moi, ça dit, ils avaient supprimé, je crois, c'est les 19 ans. Bon, c'est pas grave. Après, vous avez des clubs aussi, il ne faut pas que l'inscription en compétition devienne une obligation pour avoir beaucoup de joueurs en formation. C'est-à-dire que vous avez des clubs qui ont des... parce que le secteur, parce que leur politique le permet, peuvent avoir beaucoup de joueurs en formation, mais vous avez des clubs pour des raisons moyennes, en L2, trucs comme ça, il vaut mieux avoir peu de joueurs et bien travailler avec. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des 17 ans nationaux, 19 ans nationaux, voilà. Donc je crois que c'est une question de politique. Vous avez des clubs qui font jouer des joueurs de 18 ans en CFA, 2 de préférence, parce qu'en CFA 1, enfin par un national maintenant 2, c'est plus lourd. Et puis vous avez des clubs qui font jouer des joueurs plus vieux. Donc ça veut dire, parce que c'est leur stratégie, vous avez des clubs qui ont 32 pros et des joueurs qui ont 20 pros. Donc les jeunes, ils émargent plus vite, si vous voulez. Donc c'est de la stratégie des clubs. Moi, j'ai toujours dit que l'offre de compétition à tous les niveaux n'était qu'une offre qui devait satisfaire tous les besoins d'un club en fonction de sa stratégie. Ça concerne aussi bien les clubs amateurs que les clubs professionnels. Personne n'a une obligation de faire. Moi, souvent, les clubs pro, ils disent « Ouais, mais vous nous obligez à jouer là, là et là. » On n'oblige jamais personne. C'est au club de s'inscrire. Demain, je prends un centre de formation, comme j'ai pu le faire. Mettons que pour des raisons budgétaires et de choix stratégiques, j'ai que 30 joueurs en centre de formation. La moyenne, c'est 50-60 actuellement. 16 ans, 20 ans. J'ai 30 joueurs. Je ne peux pas faire 3 équipes. Donc, je vais faire plutôt une équipe régionale, peut-être avec des jeunes 16 ans. Et puis après, tout de suite, mes 17 ans, ils vont jouer en 19 ans. Et puis mes 19 ans, ils vont jouer en CFA. Je vais faire que 2 équipes. C'est comme ça. Encore, aujourd'hui, par exemple, il y a un contexte qui a complètement changé. C'est qu'à une époque, tous les joueurs d'équipe première qui ne jouaient pas, ils basculaient en réserve. Aujourd'hui, je vais vous dire, hein, allez le faire. Hein. Même les jeunes, c'est difficile. Dès qu'ils sont en pro, c'est difficile. Et puis les entraîneurs, ils ne veulent pas non plus, parce qu'ils se protègent, ils veulent 25 jours à l'entraînement le lendemain, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vous savez, tout le monde est frileux, tout le monde se protège. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier que les compètes, c'est une offre. C'est ce qu'on a voulu faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a élargi l'offre, qu'on a travaillé sur les catégories d'âge, qu'on a voulu dédramatiser les compétitions de jeunes. C'est une offre de pratique qui doit correspondre à l'âge, aux exigences de l'âge et des étapes de formation et d'éducation des joueurs. Et d'éducation, j'y tiens bien. Donc c'est pour ça que on a modifié, ça se modifie, d'ailleurs ça bouge beaucoup en ce moment. Moi quand je suis parti, on avait laissé déjà beaucoup de choses, et puis c'était dans les valises, si vous voulez, c'était prêt, et je sais que ça a évolué. Moi je suis dans une région, il y a des compétitions par âge, les 13 ans qui jouent au plus haut niveau régional, l'année d'année, la même équipe va jouer en 14 ans régional, et c'est pas les remplaçants qui vont venir prendre leur place. Voilà, ça c'est des choses intéressantes. L'important c'est que le joueur joue à son niveau de valeur. Voilà. Et son niveau de valeur, c'est lui. Merci François.